Salut les Mogwai. Bah alors, on a raté quelques épisodes cette semaine. Eh ben, c'est pas la peine de se lamenter, parce que là, on va vous balancer toute la sauce d'un coup. Sinon, nous, on se retrouve après, lundi, à 17h30. Salut les Mogwai. Avant d'attaquer les nouveautés, nous allons voir ensemble le sommaire de la semaine. Alors, demain, il y aura les tests. Mercredi, journée spéciale grosse daube. Jeudi, les trucs et astuces comme d'habitude. Et aussi vendredi, toujours comme d'habitude, le top des meilleurs jeux. Sans oublier samedi, la rediffusion 3 fois du best-of de la semaine. Mais tout de suite, on va voir King Arthur's World et World League Basketball sur Super NES. Amateurs de jeux de réflexion, guettez bien la sortie de King Arthur's World sur Super Nintendo. Inspiré d'un thème médiéval et plus précisément des conquêtes du roi Arthur, King Arthur's World se présente sous la forme d'un jeu de réflexion dans la plus pure tradition de Lemmings. Mais bon, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un vulgaire plagiat, bien au contraire. Stratégie, plateforme et on peut même dire aventure sont 3 autres ingrédients qui viennent s'ajouter à ce jeu qui, n'en doutons pas, réserve bien des nuits blanches. Vous incarnez Arthur, un roi parti conquérir les vastes mondes à la tête de ses troupes. Cette puissante armée est constituée de plusieurs unités comprenant chevaliers, archers, ingénieurs et même des magiciens. Tout ce qui est indispensable pour mener une vraie guerre. Chaque monde qu'Arthur va conquérir est divisé en plusieurs tableaux qui constituent les quêtes. Mais attention, les troupes adverses feront tout pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous aurez bien du mal à récolter l'or ou prendre les châteaux. Tous les 5 niveaux, vous vous trouverez face à un boss de fin. Là, il n'y a qu'un seul combat et il suffit de cogner sans discontinuer pour le gagner. Mais comme dans les Lemmings, une parfaite connaissance de vos troupes est indispensable. Et grâce au menu d'icônes, vous pourrez les gérer individuellement. Vous devrez aussi utiliser les archers pour nettoyer le début de tableau, puis envoyer les ingénieurs équipés de béliers, de catapultes et tours d'assaut permettant aux chevaliers d'attaquer vos adversaires. A noter enfin que King Arthur's World est le premier jeu en Dolby Surround et qui se joue à la souris ou au paddle. Que les fans de Michael Jordan se rassurent, le temps de la disette sur Super NES est terminé, car dans le même temps sort Bulls vs Blazers et celui qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai nommé World League Basketball. Cette simulation de basketball est de loin la plus impressionnante qui soit, et cela grâce à l'utilisation du mode 7 pour la visualisation du terrain. Ainsi, le joueur est réellement dans la partie. La vision tourne en permanence autour du terrain, suivant les basketteurs, en changeant d'angle en fonction de l'action et de leur position sur le terrain. Le tout se fait dans une animation suffisamment fluide pour vraiment s'y croire. Mais cela n'aurait pas suffi pour en faire un méga hit si la jouabilité n'était pas au rendez-vous. Et là, je peux vous assurer qu'elle y est. Faire des passes, dribbler, marquer des paniers à coups de jam ou de dunk shot façon Jordan, rien de plus facile. La manette répond sans hésiter à vos ordres. Mais ce n'est pas tout, car les règles du basketball sont parfaitement respectées et l'arbitre veillera à sanctionner la moindre de vos erreurs. Et si je rajoute que l'on peut choisir plusieurs stratégies, vous aurez compris que World League Basketball est la simulation ultime de basket. Alors j'ai invité José de Player One pour nous raconter quel est le rapport entre les McDo que nous tenons et le prochain jeu que nous allons voir qui s'appelle Global Gladiator. C'est que Global Gladiator, c'est sponsorisé par McDonald's. Point. C'est tout. Et l'histoire c'est quoi alors? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est Mick et Mac qui nettoient la terre et les bonus ce sont des petits points McDonald's. Voilà, c'est simple, hein, c'est marrant et c'est amusant. Ah ouais. Allez, chin. Chin. Bon, nous allons voir tout de suite Global Gladiator sur Mega Drive. Et non, Crevette, c'est pas sur Mega Drive, c'est sur Master, mais c'est pas grave. Et on peut dire que cette adaptation sur Master ressemble beaucoup à la version Mega Drive justement. Ici aussi, vous incarnez Mick ou Mac, 2 kids américains propulsés par Ronald dans les pages d'une bande dessinée. Là, armés de pistolets lanceurs de chewing-gum, ils déambulent dans des mondes remplis de créatures visqueuses, tentant de récolter des petits M qu'ils apporteront au clown qui les attend à la fin du niveau. Si un nombre déterminé de M suffit à passer au niveau supérieur, vous avez intérêt à tous les récolter pour obtenir des bonus.
Chaque monde se divise en 3 stages de difficulté croissante. On savait que les gens de chez Virgin maîtrisaient à fond la 16 bits de Sega. Avec cette conversion de Global Gladiator, ils prouvent qu'ils peuvent également faire exploser les capacités de la 8 bits. Croyez-moi, vous aurez assez rarement l'occasion de contempler des graphismes pareils sur la petite Master System. Et ne croyez pas que ça rame, au contraire, Mick et Mac bougent à toute vitesse. Ce n'est pas Sonic, mais c'est quand même très bien. Pour le son, par contre, la Master fait ce qu'elle peut, mais bon, c'est pas terrible. Finalement, le seul défaut qu'on pourrait reprocher à Global Gladiator, c'est de ne pas avoir une jouabilité à la hauteur de sa réalisation. Par moments, les saccades du scrolling rendent difficile le contrôle du personnage. Mais comme c'est là le seul défaut d'une des meilleures cartouches de la Master, vous auriez tort de le bouder. Salut les Mogwai, aujourd'hui une série de tests avec Tom et Jerry sur Game Boy, Aguri Suzuki Super F1 Driving sur Super NES et nous verrons tout à l'heure, toujours sur Super NES, le fabuleux Super Tiny Toons. Mais tout de suite, Tom et Jerry et Aguri Suzuki. Qui veut jouer au chat et à la souris sur Game Boy? Car Tom et Jerry font un retour en force à l'écran. Après la Master System, la NES et la Super Nintendo, c'est au tour de la Game Boy d'accueillir l'un des duos les plus explosifs de l'histoire du cartoon. Vous dirigez Jerry, la petite souris partie à la recherche de son cousin Toffee, kidnappé par Tom le chat. Et vous allez partir tête baissée à sa recherche en arpentant les 3 mondes décomposés en 3 niveaux. Après une petite promenade dans les rues de la ville, vous vous retrouvez dans le parc, au milieu des plantes carnivores, puis sur le toit d'une maison. Le 2e monde vous met en place dans une ambiance plus domestique, mais pas plus tranquille. Et le 3e vous promènera dans un garage truffé de guillotines. Sur le chemin, vous trouverez des fromages ainsi qu'une pléiade de bonus. Des montres qui augmentent le temps imparti pour finir un tableau, des cœurs qui vous accordent une vie supplémentaire et des étoiles qui font remonter les points de vie d'un coup de baguette magique. Quant au soda, récupérez-en 3 pour obtenir une vie supplémentaire. Mais vos accessoires indispensables seront les billes que vous pourrez jeter sur vos adversaires inopportuns et notamment le gros Tom. Et cela sera bien utile pour vous en débarrasser lorsqu'il sera caché derrière les murs, les meubles ou les poubelles, prêt à vous coller des coups de griffe. Tom et Jerry sur Game Boy est une vraie réussite, les graphismes adorables collent vraiment bien à l'ambiance du dessin animé, les niveaux longs et variés sont bourrés de bonus, d'une jouabilité impeccable, ce jeu recèle de surprises, comme les passages dans les gouttières ou les moyens de transport qu'utilise Jerry. Seul reproche, ce jeu n'est pas très dur et les mots de passe permettant de reprendre au dernier monde passé diminuent encore plus le challenge. On le conseillera surtout aux débutants et aux plus jeunes. La note Player One est de 77%. Prêt pour le warm-up? Départ. Engagé dans le championnat du monde de Formule 1, vous vous retrouvez sur la ligne de départ aux commandes de votre F1 pour défendre vos couleurs et tenir tête au ténor du circuit. Première simulation de F1 à voir le jour sur Super Nintendo, Aguri Suzuki F1 vous propose de vous glisser dans la peau du pilote japonais Aguri Suzuki, ou mieux, courir sous votre propre nom. Et vous allez même pouvoir choisir votre écurie. McLaren, Ferrari, Benetton, Williams, Renault et autres Jordan n'attendent que vous pour signer. Comme en course, vous allez vous prêter au réglage moteur de votre véhicule selon les différences de température qui règnent sur les 16 circuits du championnat. Il vous faudra aussi paramétrer l'inclinaison de votre aileron, choisir entre un moteur V8, V10 ou V12, sélectionner vos pneus, votre transmission et régler la dureté de votre suspension. Attention, trop dure, celle-ci devient très sensible et vous emmènera directement dans les décors. L'affichage des panneaux de signalisation vous tombe dessus et il est impossible d'anticiper car vous devez en même temps jeter un œil sur votre compte tour et gérer votre boîte de vitesse. Le mode de joueur n'est pas mirobolant non plus. Les adeptes de Formule 1 devront attendre avec impatience l'adaptation de Nigel Mansell's Grand Prix sur cette machine pour laisser de la gomme sur les circuits. Terni par cette jouabilité trop délicate, Aguri Suzuki F1 Super Driving se voit attribuer une note Player One de 75%. On est petit et gentil et un peu barjou aussi, c'est nous les Tiny Toons. Alors, à l'occasion du test de Super Tiny Toons sur la Super NES, j'ai amené une Super NES qui en plus est une fan des Tiny Toons. Alors Ness, pourquoi t'es fan des Tiny Toons? Qu'est-ce qui te plaît en eux? Eh ben parce que d'abord j'adore le dessin animé qui est carrément fabuleux et en plus les personnages sont carrément craquants, on retrouve la même chose sur le jeu, c'est génial. Ok, ben on va voir ça tout de suite en images avec Super Tiny Toons sur Super NES. Ils sont tout petits.
petits, ils sont mignons et ils débarquent enfin sur la Super Nintendo. Comme vous allez le voir, Konami nous sert tout chaud sur un plateau l'un des meilleurs jeux de plateforme de la planète. Cette bande de joyeux drills en culottes courtes, espiègles et adorables démontre que les dessins animés américains peuvent encore produire de petites merveilles. C'est Buster et Babs, les deux rejetons de Bugs Bunny, qui mènent en permanence cette valse incessante de gags. Mais Dizzy, Plucky ou autres Calamity Coyote sont aux côtés de nos deux lapinous pour lutter contre la perfidité de Montana Max, un être védal et abject. La balade que je vous propose est l'une des plus extraordinaires qui soit sur console. Buster Bunny est placé sous votre responsabilité. C'est lui que vous allez guider tout au long de l'aventure pour aller délivrer Babs, kidnappé par les armées impériales de la Voie lactée. L'alu total. Outre la marche et le saut classique de Buster, il existe une troisième action, le dash, que l'on peut obtenir en appuyant sur les boutons R ou L de la manette, donne à notre lapin bien-aimé une méga accélération. Attention, le dash est très important puisqu'il est nécessaire sur plusieurs étapes. Et en parlant d'étapes, 6 levels vous sont proposés. De la bibliothèque à la base spatiale en passant par des séquences de foot US et bien sûr d'autres situations tout aussi délirantes les unes que les autres vous attendent. Il suffit d'apercevoir une seule fois les graphismes pour comprendre que ce jeu est très largement au-dessus du lot. Les décors sont d'une richesse et d'une finesse digne d'une borne d'arcade, avec une jouabilité parfaite, des tonnes de gags, une bande sonore impressionnante. Cela donne un méga hit d'une qualité rarement atteinte sur console. La note Player One de ce tiny jeu, 98%. Salut les Mogwai, aujourd'hui on va se faire une petite journée spéciale grosse daube. Autrement dit, les jeux les plus pourris, les plus ringards et les plus puants de la Terre. On vous a fait une petite sélection béton avec Populous sur Game Boy, Super Kick-Off et EX Mutant sur Mega Drive. Allez, on voit ça tout de suite et on se bouche le nez. Écoutez Globule, votre dieu vil manant. Avant 2 cycles de lune, je veux que vous ayez anéanti les lâches qui servent Christouille la fripouille, mon rival. Après avoir conquis les autres mondes, je veux que vous colonisiez ce monde Game Boy. Aplanissez, construisez, travaillez jusqu'à la victoire finale. Remplissez ce trou, faites de cette terre le siège d'un nouvel empire globuléen. Construis, grandis, déplace les montagnes. Oui, une tour. Allez, plus vite. Avant que je ne vous foudroie de ma colère céleste, je vous donnerai le pouvoir. Mais vous devrez le mériter. Alors construisez. Même si vous êtes perdu dans ce monde bicolore, n'oubliez jamais que vous devez me servir et remporter pour moi cette nouvelle guerre. Il est dommage que cette version Game Boy avec son écran lilliputien empêche d'avoir une vision correcte du jeu. Les graphismes sont flous et les icônes quasi invisibles. Préférez la version Super Nintendo pour construire vos mondes et enfin terrasser vos adversaires, qu'à partir de maintenant, leur glaçonne. Nous arrivons directement du monde des micro-ordinateurs, Super Kick-Off débarque aujourd'hui sur Mega Drive. La particularité de ce jeu par rapport aux autres, c'est son extrême complexité. Avant de vous lancer dans la partie, vous devrez en effet passer par de multiples menus d'options afin de déterminer la configuration sous laquelle vous désirez jouer. Rien que ça, ça prend souvent au moins 5 minutes. Ensuite vient le match, le vrai. Les joueurs, vus de haut, se déplacent très nerveusement. Comme vous pouvez le deviner grâce aux images, ils sont si rapides qu'il s'avère souvent très difficile de vraiment les contrôler. En fait, Super Kick-Off, pour se démarquer des autres productions du genre, essaie d'être vraiment technique. Le problème, c'est que la jouabilité s'en ressent. C'est vrai qu'on peut mettre en place de vraies tactiques, développer des stratégies offensives ou défensives, mais il est tellement malaisé de diriger ces footballeurs que cela tient plutôt de la gageure. À vouloir trop effacer un côté arcade indispensable à un certain plaisir de jeu, c'était un risque à prendre, et ils l'ont pris. Dommage que ce ne soit pas complètement réussi. Après ces 2 grosses daubes bien puantes, on va voir la dernière de l'émission. Il s'agit de EX Mutant sur Mega Drive.
À cette occasion, j'ai invité José, qui n'est rien d'autre que le testeur le plus daubeux de Player One, et qui va nous dire pourquoi EX Mutant est si pourri. Écoute, EX Mutant, c'est le jeu le plus naze que j'ai jamais vu. Il y a un personnage, il court après un autre personnage qui n'existe pas, avec sa grosse hache, tu vois, il court après et il le rattrape jamais. Et il se passe jamais rien. Ah, jamais rien. Alors qu'on n'a rien d'autre à faire, bah, on évite de faire un jeu. Voilà. Ok, bah on va voir ça tout de suite en images avec EX Mutant sur Mega Drive. Bon courage. Les Mongoliens, ça s'arrange pas là. D'accord, Ex Mutant n'est pas le jeu de l'année, certes, mais il est loin d'être aussi daubeux que vous le dites. En plus, tu t'es planté, José. Ce coup-ci, c'est pas un bonhomme avec une grosse hache qu'on dirige, mais une frêle jeune femme. Bref, vous avez tout faux, les blaireaux. Pour en revenir à EX Mutant, sachez que le jeu est directement inspiré d'une bande dessinée de super-héros américaine. J'imagine d'ailleurs que vous aviez déjà fait le parallèle entre les EX Mutants et les X-Men. Vous baladant à l'intérieur de complexes labyrinthiques, il vous faudra prendre garde aux multitudes d'êtres hostiles qui essaient de vous barrer la route tout en essayant de retrouver votre chemin. Croyez bien que ça ne va pas être si facile. Les pièges pullulent, les aliens difformes attaquent de toutes parts et les boss, énormes, ne sont pas toujours évidents à avoir. Une des grandes qualités de EX Mutant, c'est que plus on découvre le jeu, plus on a envie d'y jouer. C'est plutôt un bon point. Au cours de votre périple, vous aurez la possibilité de ramasser différents bonus. Accordez-y beaucoup d'importance, ils peuvent se révéler très utiles. Ainsi, vous pourrez gagner une vie, de l'énergie, ou bien encore de nouvelles armes, comme des mines ou des grenades. Avouez qu'il serait dommage de laisser tout ça de côté. Plutôt travailler graphiquement et bénéficiant d'une bonne tenue sonore, EX Mutant ne mérite vraiment pas de passer pour une daube. Disons plutôt que c'est un jeu moyen, sans plus. Salut les Mogwai, aujourd'hui c'est jeudi, le jour des trucs et astuces. Et c'est Battletoads aujourd'hui qui va passer sur le grill de notre truqueur en chef, j'ai nommé Matt le Fou. On voit ça tout de suite en images. La Reine Noire et ses hordes spatiales de traîtres ont enlevé la princesse Angelica, fille de l'empereur Terran. Deux crapauds fous furieux se lancent à la poursuite des kidnappeurs, cachés sur Ragnarok, dans la Tour des Ombres. Battletoads est un jeu complet, à découvrir absolument. Il est bourré d'action, de fun, de bastons, d'aimants et de séquences d'une rapidité époustouflante. Le jeu vient de sortir sur Mega Drive, mais c'est dans sa version Nintendo NES que nous vous le présentons aujourd'hui. Vu que des trucs et astuces, voilà une véritable introduction à Battletoads. Dès le premier niveau, cognez dans tout ce qui bouge et amassez surtout un maximum de points. Car vous aurez droit à un one-up tous les 100 000 points gagnés. Ah voilà un one-up pas évident à prendre. Repérez l'ombre du one-up pour sauter et frapper à son emplacement. Pour le premier boss qui fait très peur à notre crapaud, la technique est simple. Ramassez les boulets et jetez-les le plus énergiquement possible dans le viseur ennemi. Et sautez sur les bords de l'écran pour éviter les tirs adverses. Ça y est, le boss est détruit. Ce qui est fabuleux dans Battletoads, c'est que les niveaux se suivent sans jamais se ressembler. Après des scènes de baston en scrolling horizontal, on passe en scrolling vertical et vous devrez descendre dans les profondeurs de l'abîme en vous accrochant à une corde. Utilisez toutes les possibilités de coups des crapauds et agissez vite. Une petite astuce pour vous faire un maximum de points. Frappez continuellement sur les oiseaux déjà abattus. Mais attention aux nouveaux arrivants, ces saletés de corbeaux font tout pour couper la corde qui vous retient. Pour les machines sortant de la pierre, restez toujours à l'endroit où elles sont apparues et prenez-les de vitesse. Attention à leurs tirs quand même et faites-les rebondir pour mieux les détruire. Après cette première séquence de trucs et astuces sur Battletoads et avant d'attaquer la deuxième, j'ai invité Miguel qui nous lance tous les jours ce gros naze. Contre le mur mais sans trop faire mal. Alors il paraît que Battletoads ça a changé ta vie, c'est vrai? C'est vrai que j'ai une Mega Drive et que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et sur lequel tu vas nous donner un truc et une astuce.
Ouais, il paraît que depuis que t'as une Mega Drive, ta copine, elle s'est barrée, c'est vrai? Je me suis fait larguer. C'est pas grave, il va pouvoir jouer à Battletoads, surtout avec les conseils de Matt. On continue dans Battletoads sur NES. Amassez toujours des points en jouant à la balle avec les corbeaux. Et descendez le plus rapidement possible lorsque les barrières électriques font leur apparition. Attention, cette partie en scrolling vertical se termine par 5 barrières électriques. Bon, il est grand temps d'aller au niveau suivant. On change encore d'ambiance. Pour éviter les coups de boule des gibelets, ces rongeurs au crâne de plomb, sautez par-dessus eux et prenez-les par derrière, au point et au pied cela s'entend. Ensuite vient une séquence fabuleuse dans laquelle vous pilotez un scooter volant. Fabuleuse mais surtout très difficile. Ici les réflexes, la rapidité et une parfaite connaissance du parcours sont indispensables pour ne pas finir dans les limbes puantes du Ragnarok. Alors à très bientôt, je vous laisse pour l'instant admirer la course. Salut les Mogwai, pour notre dernier rendez-vous de la semaine, voici le top 3 des meilleurs jeux. À la 3e place, on trouve Tom et Jerry sur Game Boy. Et à la 2e place, voici que rapplique Super Sidekick, qui perd une place depuis la semaine dernière. Donc on va voir tout de suite des images de ces deux jeux avant d'attaquer le top des tops, celui qui est numéro 1. Numéro 3 au top, Tom et Jerry sur Game Boy. Déjà adapté sur Master System, NES et Super Nintendo, l'un des duos les plus explosifs de l'histoire du cartoon arrive maintenant sur Game Boy pour notre plus grand bonheur. Vous dirigez Jerry, la petite souris partie à la recherche de son cousin Tuffy, kidnappé par Tom le chat. Et vous allez partir tête baissée à sa recherche en arpentant les 3 mondes décomposés en 3 niveaux. Après une petite promenade dans les rues de la ville, vous vous retrouvez dans le parc, au milieu des plantes carnivores, puis sur le toit d'une maison. Le 2e monde vous place dans une ambiance plus domestique mais pas plus tranquille. Et le 3e vous promènera dans un garage truffé de guillotines. Sur le chemin, vous trouverez des fromages ainsi qu'une pléiade de bonus. Des montres qui augmentent le temps imparti pour finir un tableau, des cœurs qui vous accordent une vie supplémentaire et des étoiles qui font remonter les points de vie d'un coup de baguette magique. Quant au soda, récupérez-en 3 pour obtenir une vie supplémentaire. Mais vos accessoires indispensables seront les billes que vous pourrez jeter sur vos adversaires inopportuns, et notamment le gros Tom. Cela vous sera bien utile pour vous en débarrasser lorsqu'il sera caché derrière les murs, les meubles ou les poubelles, prêt à vous coller des coups de griffe. Tom et Jerry sur Game Boy est une vraie réussite. Les graphismes adorables collent vraiment bien à l'ambiance du dessin animé, d'autant que les niveaux longs et variés sont bourrés de bonus. D'une jouabilité impeccable, ce jeu recèle de surprises comme les passages dans les gouttières ou les moyens de transport. Seul reproche, ce jeu n'est pas très dur, mais il séduira surtout les débutants et les plus jeunes. Et oui, Super Sidekick, c'est encore cette semaine au top Player One. Perdant une petite place, il se retrouve numéro 2. Mais cela ne lui enlève aucune de ses qualités. Super Sidekicks reste encore et toujours le meilleur jeu de foot du monde. Pour vous le prouver, nous vous le laissons l'admirer.
pour élire le meilleur jeu de la semaine, j'ai invité Canouche Larnac, le roi de l'embrouille, qui nous a tous achetés pour élire en tête du top Super Tiny Toons pour Super Nintendo. Alors, ça vous a coûté cher de nous acheter? Pas besoin pour Tiny Toon. C'est un très bon jeu. Il n'y a pas besoin vraiment. Et les jeux vidéo, ça rapporte beaucoup en ce moment? Si, coup ça. En tout cas, un qui rapporte la palme du meilleur jeu, c'est bien sûr Super Tiny Toons sur Super NES. On le voit tout de suite. Et numéro 1 du top cette semaine, Super Tiny Toons sur Super Nintendo. En effet, Konami nous a servi tout chaud sur un plateau l'un des meilleurs jeux de plateforme de la planète. Cette bande de joyeux drills en culottes courtes, espiègles et adorables démontre que le dessin animé américain peut encore produire de petites merveilles. C'est Buster et Babs, les deux rejetons de Bugs Bunny, qui mènent en permanence cette valse incessante de gags. Mais Dizzy, Plucky ou autres Calamity Coyote sont aux côtés de nos deux lapinous pour lutter contre la perfidie de Montana Max, un être vénal et abject. La balade que je vous propose est l'une des plus extraordinaires qui soit sur console. Buster Bunny est placé sous votre responsabilité. C'est lui que vous allez guider tout au long de l'aventure pour aller délivrer Babs, kidnappé par les armées impériales de la Voie lactée. L'alu total. 6 levels vous sont proposés, de la bibliothèque à la base spatiale, en passant par des séquences de foot-US et bien sûr d'autres situations tout aussi délirantes les unes que les autres vous attendent. Il suffit d'apercevoir une seule fois les graphismes pour comprendre que ce jeu est très largement au-dessus du lot. Les décors sont d'une richesse et d'une finesse dignes d'une bande d'arcade, avec une jouabilité parfaite, des tonnes de gags, une bande sonore impressionnante, cela donne un méga hit d'une qualité rarement atteinte sur console. Ça y est les mecs, c'est fini. Mais avant de se quitter, je vous rappelle qu'il y a notre super concours pour gagner une journée en Ferrari. Première question, qui a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 1992? Ayrton Senna ou Nigel Mansell? Deuxième question, qui sponsorise la Williams d'Alain Prost? Nintendo ou Sega? Troisième question, comment s'appelle le Français qui pilote chez Ferrari? Jean Alesi ou Paul Belmondo? Pour répondre, facile, 3615 code Player One ou sur carte postale uniquement à l'adresse qui s'affiche actuellement sur vos écrans. Nous, on se retrouve lundi à 17h30. MCM Arcadoid et Player One présente le grand concours F1. Ce mois-ci, vous pouvez gagner une journée en Ferrari 348. Pour en savoir plus, tapez 3615 code Player One ou dans le numéro 31 de Player One sorti le 10 mai. His name is Robert Paulson.